Le pirate, là, il a besoin d'un ami dans l'entreprise. Maintenant, tout passe par de l'ingénierie sociale. Plus besoin d'être un expert. Mais pourquoi moi, tu sais? J'ai rien d'intéressant. Aujourd'hui, il faudrait presque avoir un certificat ou un permis pour savoir les bonnes manières, les bonnes conduites. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire avec mon outil de travail de tous les jours. Si les hackers existent, c'est que ça a été payant. C'est la responsabilité, je pense, de toutes les entreprises au Québec de le faire, parce que c'est collectivement qu'on va pouvoir se protéger tous ensemble. Moi, je dois être une drôle de bébite parce que les conditions générales d'utilisation de presque toutes les applications, je prends le temps de les dérouler puis de les lire. Souvent en diagonale, mais je les lis pareil. Puis là, de deux choses l'une. D'abord, je sais dans mon domaine qu'avant de signer quelque chose ou de peser je consens, I agree, je sais très bien qu'il peut y avoir des conséquences juridiques. Mais deuxièmement, parfois, je le fais pour voir la qualité de rédaction, pour voir s'il n'y a pas des formules dont je pourrais m'inspirer dans le futur. Alors, je le fais un peu par intérêt intellectuel, là, comme geek de la science juridique, finalement. Mais oui, dans la grande majorité des cas, moi, je prends le temps de lire les conditions générales. Je mentirais si je disais qu'il m'était jamais arrivé à 11 h le soir, minuit le soir, quand j'installe quelque chose sur mon téléphone à moitié endormi. Ça m'est arrivé des fois de peser un peu vite, I agree, mais dans la très grande majorité des cas, je les lis et j'encourage tout le monde à prendre le temps de les lire parce que souvent, on ne se rend pas compte de ce à quoi on consent et ça peut être assez alarmant. Mais en gros, j'ai trouvé un élément commun dans ce texte-là. Souvent, je remarque que certains ont commencé à s'adapter à la loi 25 en changeant ce texte-là, en considérant mon information comme importante. Donc oui, je le lis quand c'est une entreprise québécoise. Quand c'est une entreprise québécoise, je vais aller lire pour voir est-ce qu'ils ont cette dynamique-là de penser que l'information privée des employés, des clients ou des partenaires est importante. Si oui, je vais le retrouver dans le texte. Une fois que je l'ai trouvé, je suis fier. Je suis fier d'eux, de sécuriser mes informations, de les protéger, comme la loi 25 le dit. Puis là, je me dis, eux, là, sont en avance. Parce qu'au Québec, c'est pas tout le monde qui est conscient des étapes qu'il faut faire pour considérer l'information privée des employés comme importante. Donc, mais pour les autres, je la lis pas parce que souvent, c'est des services qui sont essentiels pour moi, des services que j'utilise, que j'ai pas le choix d'utiliser quasiment. Je sais qu'ils vont faire leur mieux, mais advienne que pourra. Malheureusement, non. Cordonnier mal chaussé, effectivement. Mais ce que je fais surtout, c'est que je vais m'assurer beaucoup qu'il n'y a pas de paiement caché ou d'éléments qui vont faire mention de paiement ou d'argent ou quoi que ce soit. Donc là, je vais porter un peu plus attention. Donc, ce que je fais, oui, je passe au travers sans lire, mais je vais regarder là, sensiblement l'ensemble des informations pour que si à un moment donné, quelque chose de particulier accroche mon œil, mais que je puisse le regarder. Mais lorsque c'est des applications que je sais, exemple, je vous donne un exemple. On vient de faire l'acquisition d'un véhicule 100% électrique avec des applications des compagnies qui nous amènent à télécharger pour être en mesure de pouvoir avoir l'information. Donc, lorsque je sais que ça vient, que le concessionnaire automobile me demande de télécharger telle application pour être en mesure de pouvoir avoir l'information sur mon véhicule, à ce moment-là, je me dis que c'est un peu plus sécuritaire que si c'est de l'information que j'ai reçue, exemple un courriel qui me dit « Ah, télécharge telle application, vous allez voir l'ensemble des données que vous pouvez », puis que ça vient d'une source qui semble correcte, mais que je ne connais pas vraiment, bien, je vais porter beaucoup plus attention à ce moment-là à ces applications-là qu'aux applications lorsque j'arrive dans des situations où est-ce que c'est beaucoup plus, à mon avis, à moi, sécuritaire. Mais non seulement je prends le temps de lire les conditions générales des applications, mais de façon plus importante quand je suis à la banque, quand je suis au magasin. On se fait toujours tendre par un commis des pages de documents. On nous dit signer ici, ici, ici. Bien, moi, je m'arrête, je prends le temps de le lire. Et des fois, il m'est arrivé que je me fasse poser la question « Qu'est-ce que vous faites? » Je lis le contrat et de voir la réaction d'incrédulité de la personne devant moi.
ça en dit long quand même parce qu'on devrait tous lire ce qu'on signe et jamais signer à la va-vite. Là. Moi, combien de fois c'est arrivé dans ma carrière que j'ai dû conseiller des clients qui sont arrivés en me disant « j'ai lu ça, j'ai pas lu, j'ai signé, on m'a dit de signer, j'ai signé. » Et souvent, les gens perdent des droits de cette façon-là. Et vous savez, une fois qu'on a signé quelque chose, on ne peut plus après venir témoigner pour dire « Ah, ben oui, j'ai signé que c'était rouge, mais moi, je pensais que c'était bleu. » Regardez, une fois que c'est signé, c'est signé. Alors, il y a des conséquences juridiques à ce qu'on signe. Peu importe que notre signature soit apposée en personne, avec un stylo ou par un clic de souris, c'est important de ne pas signer et de ne pas accepter n'importe quoi. Peu importe le support, encore une fois, que ce soit papier ou en ligne. Personnellement, je navigue dans l'informatique depuis des années. J'ai toujours eu un téléphone cellulaire. J'ai été un des premiers à utiliser les BlackBerry. J'arrêtais sur le bord du chemin avec mon BlackBerry branché sur le réseau cellulaire pour travailler et envoyer des courriels, prendre des courriels avec mon ordinateur. Puis on parle de là, je te dirais peut-être là, une quinzaine d'années passées. Donc, mon utilisation du cellulaire remonte à très loin. J'ai évolué avec le temps. Je suis beaucoup sur l'empreinte digitale. Donc, j'ai l'ensemble de mes accès à mes systèmes va sur l'empreinte digitale. Je me dis, bon, c'est une forme de sécurité qui est un peu plus grande que le simple code ou le mot de passe. J'essaie de m'assurer de la légitimité des comptes que j'ouvre, des applications que j'utilise, et j'essaie de réduire au maximum le partage de données, mais je suis comme tout le monde, j'utilise des applications qui peuvent être piratées, qui peuvent mener à des fuites de données. J'ai fait partie des fuites de données chez Desjardins. Bon, j'ai pas été piraté plus que ça, mais à quelque part, je me dis, ça fait partie aujourd'hui de l'utilisation du numérique. Il s'agit juste d'être conscient puis de porter attention à différentes situations. Puis dès qu'on a un drapeau rouge qui se lève, ben de tout de suite prendre action puis de nous assurer que c'est légitime. On avait beaucoup l'habitude, puis il y a encore plein de gens qui cliquent accepter, 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 accepter tout et tout ça. Moi, c'est sûr que j'étais un petit peu plus sensibilisé, on va appeler ça de la déformation professionnelle. Je vous dirais que quand vous avez la chance de gérer les cookies, gérez-les. Puis allez voir à quoi ils servent. T'sais. Il y en a que c'est juste pour de la publicité, il y en a que c'est juste pour récolter de la donnée sur ce que vous faites et tout ça. Des fois, il y en a juste un qui est nécessaire pour pouvoir utiliser le site Web. En général, on va aller vite, on veut s'inscrire rapidement, on donne à peu près toutes sortes de données. Regardez aussi, des fois, il y a des petites étoiles rouges à côté des informations qui sont demandées. Ça ne veut pas dire que votre date de naissance, vous êtes obligé de la donner. Ça ne veut pas dire que, tu sais, peut-être c'est juste votre nom, finalement, votre numéro de téléphone, puis c'est tout, là. Parce qu'ils veulent vous envoyer une notification pour une double authentification, par exemple. C'est pour ça que je parle du numéro de cellulaire. Mais des fois, vous remplissez tout. Comme si on avait envie de partager ça et de le donner, mais il n'y a pas des étoiles rouges à côté de tout. Puis des fois aussi, regardez avec qui vous faites affaire. Tu sais, sur toutes les applications, les réseaux sociaux, là, il y a beaucoup de publicité pour des choses très alléchantes, par exemple. Mais là, vous donnez votre numéro de carte de crédit, vous donnez votre nom, adresse, numéro de téléphone, vous le donnez à qui? Allez voir derrière ça, c'est qui? Parce que des fois, ils vont s'afficher comme étant des grosses compagnies comme Nike, Sephora, des choses comme ça. Mais quand vous allez voir vraiment le site, c'est pas ça, finalement. On a tendance, je ne sais pas pourquoi, mais à vouloir partager des choses. Je vois souvent des gens qui vont répondre à des sondages sur des réseaux sociaux. Mais c'est parce que maintenant, avec l'intelligence artificielle, juste en prenant toutes vos réponses à ces choses-là, ils sont capables de deviner ça va être quoi votre prochain mot de passe. Pas le mot de passe actuel, le prochain mot de passe. Un autre fait intéressant aussi qui montre un peu la puissance de ce qui se passe aujourd'hui, c'est un pirate, ça gagne beaucoup d'argent. En moyenne, là on parle d'un pirate moyen, ça gagne environ 40 000 $ par mois.
Le pirate, il offre ses services, il peut très bien, ou moi je peux très bien commander, entre guillemets, un pirate pour faire une attaque chez mon concurrent, n'importe qui, quelqu'un que j'aime pas. Il va me dire, d'accord, pas de problème, moi c'est 70 $ de l'heure, ok, puis je te fais un service 5 étoiles, si j'y arrive pas, je te rembourse. Le pirate, je peux lui dire, par contre, je voudrais que tu y arrives à tout prix. Il va dire, ok, on va aller jusqu'au bout des choses. De toute façon, il est capable lui-même d'embaucher du monde et d'aller faire des visites à domicile ou d'envoyer des courriers avec des QR codes, etc. Il va finir par y arriver par force de stratagème, par force d'en savoir plus. Et l'IA va remplacer ça, va l'aider en disant, le pirate, il va dire à l'IA, il va payer ça, son abonnement, je sais pas combien, s'il paye 2000 $ par mois, là, pour le pirate, c'est pas grave là, de dépenser de l'argent pour arriver à ses fins. Il va dire à l'IA, trouve-moi une solution pour attaquer telle entreprise à Gaspé, et puis fais-moi un plan de communication, et puis l'IA va tout lui faire, puis il va dire, l'IA, tiens, commence l'étape 1, s'il te plaît, à partir de aujourd'hui à minuit 3, tu commences les attaques. Et l'IA va le faire, parce que l'IA va être développée aussi par les outils de pirates. Là. Les virus existent encore. Par contre, c'est moins populaire. Dans les victimes des crimes que j'ai travaillé à l'intérieur, que j'ai participé à collaborer avec soit les breach coach, les firmes d'enquête ou différents intervenants publics, c'est rarement été un virus, ou ça a été juste une brève petite portion de virus. En général, ils vont utiliser des vrais outils. Donc, les virus existent encore, juste moins populaires dans leur utilisation. Mais, aujourd'hui, plutôt qu'être en entrevue, on aurait le désir de créer un virus. C'est un nouveau virus, inconnu, du tout, de haut, parce que c'est nous qui l'avons inventé. Donc, essentiellement, ce n'est pas un virus au début, c'est un logiciel. Donc, le logiciel, on peut le déployer où on veut, par une clé USB, par une carte mémoire, par courriel, par un texto. Puis on peut le déployer, si on veut, à travers notre environnement. Au début, ce ne sera pas détecté comme un virus parce qu'il n'y aura pas eu de victime. Tant qu'on n'a pas rapporté qu'on a été victime de quelque chose, les autorités, les Norton, les Bitdefender, toutes les grandes organisations qui s'occupent à surveiller notre sécurité, ne seront pas au courant tant qu'il n'y a pas de victime. Donc là, il y a quelqu'un qui va le rapporter. Une fois qu'il va être rapporté, on va faire une enquête, on va déterminer effectivement si c'est un virus. Ah oui, c'est un virus ou c'est une faille de sécurité, peu importe. Il y a différentes annonces qui vont se faire à ce moment-là. Je ne suis pas un expert cyber, je suis un gars de TI. Mais ça prend une victime pour que ces gens-là soient au courant qu'il y a quelque chose à réparer. Pareil comme dans un cybercrime. On ne saura jamais qu'un hacker est présent tant et aussi longtemps qu'on n'a pas vu sur le dark web ou qu'on n'a pas été victime peut-être d'une fraude personnelle. C'est ça l'enjeu actuellement. Parce que souvent, les gens pensent qu'on va essayer de ne pas le dire. Mais les informations sont sur le dark web. C'est public. Tout le monde y a accès. Mais la plupart des gens ne savent pas comment y aller. Donc, se disent personne ne va le voir. 6% du trafic Internet est sur le dark web versus 4%. Comment est-ce qu'on fait pour le savoir? On se connecte au dark web, les différents sites des pirates. On recherche les noms des organisations, tout simplement. Il existe aussi des sites sur le web régulier qui nous permettent de naviguer la plupart des victimes actives dans le monde actuellement pendant qu'on se parle. Il y a des engins de recherche qui existent au même site que Google ou Firefox, par exemple AMIA, Torch. Il y en a différents. Il y en a plusieurs. On peut trouver sa propre saveur facilement. On peut se faire une liste de favoris puis les utiliser aussi. Puis après ça, on peut rechercher sur les sites des pirates directement qui sont disponibles. Les sites de pirates sont très bien répertoriés sur le web régulier et sur le dark web. On a juste à taper le nom du groupe. On va pouvoir les rechercher. Il y en a 154 présentement.